Alors avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'il m'arrive quelque chose de très pénible et de très ennuyeux. C'est que d'après les messages que je reçois sur ProtonMail, ils sont de plus en plus nombreux, eh bien les nouveaux abonnés sont systématiquement désabonnés. Apparemment. J'ai eu quelqu'un qui m'a écrit qu'il a dû s'abonner 4 fois pour que l'abonnement tienne dans le temps. Donc pour les nouveaux abonnés, parce qu'apparemment ça ne touche que les nouveaux abonnés, pas les anciens, eh bien, vérifiez que votre abonnement tient. Voilà. Alors évidemment, j'ai eu aussi la confirmation par les commentateurs sur ProtonMail que mes vidéos étaient plus ou moins cachées, puisque j'ai des abonnés qui ont dit à leurs amis, à leurs contacts, allez sur YouTube et tapez réinformation sur le monde. Et apparemment, les contacts ne me trouvaient pas, alors qu'ils tapaient réinformation sur le monde sur YouTube. Alors peut-être que ça le fait pas à tout le monde, quoi, j'ose l'espérer, mais apparemment ça existe. Voilà, bon. Donc en gros, YouTube m'en veut, et je suis désavantagé par les algorithmes YouTube. C'est pas vraiment une surprise pour moi, bien évidemment, mais j'aimerais que la chaîne décolle pour que les gens soient le plus au courant possible de ce qui se passe dans le monde. Donc s'il vous plaît, aidez-moi. Donc aidez-moi, partagez au maximum autour de vous afin de m'aider pour que cette chaîne soit un petit peu plus connue. Parce que là, comme vous pouvez le voir, elle fait très peu de vues. Donc aidez-moi, s'il vous plaît, à ce niveau-là, si vous le voulez bien, bien sûr. Et si vous trouvez que ma chaîne est de qualité. Voilà, et j'en termine là. Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 11 novembre 2023 avec comme titre 45 000 soldats russes environ se préparent à une grande offensive sur la ville-forteresse d'Avdiivka. Alors après, nous verrons si cela se produit ou non. En tous les cas, c'est ce que j'ai compris. Bref, autre titre, il y aurait des pourparlers de paix secrets qui seraient poussés par l'Union européenne et surtout par les États-Unis concernant Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Alors, nous verrons bien. J'avoue que je suis assez surpris, mais j'ai une vidéo qui montre, voire démontre, qu'il y a effectivement des pourparlers secrets de paix qui sont poussés par l'Union européenne et les États-Unis. Et bien sûr, là, c'est l'Union européenne et les US qui essayent de persuader Zelensky. Parce que lui, évidemment, ne veut pas de négociation avec Vladimir Poutine. Et moi, d'après ce que j'ai compris, Vladimir Poutine ne veut bien sûr pas de négociation avec Zelensky. Alors c'est pour parler de paix, pour en finir là avec le titre, c'est évidemment que Zelensky cède une partie de l'Ukraine de l'Est et la Crimée. Voilà. Bon, on verra ça en détail tout à l'heure. Donc là, cette vidéo est en 3 parties, comme d'habitude. On a les informations générales qui seront suivies de la conclusion. Et enfin, la troisième partie, c'est la carte militaire, afin que vous sachiez plus ou moins ce qu'il se passe sur le terrain en Ukraine. Bref, on commence par les informations générales, et comme d'habitude, une petite présentation du front. Alors bon, comme il se passe pas grand-chose sur le front par rapport à la semaine dernière, à part que les Russes prennent toujours plus de territoire, ils grignotent petit à petit, comme je vous avais montré la semaine dernière la carte de l'ISW, c'est-à-dire l'Institut de la guerre américain, qui montrait les avancées russes sur les 900 km de front. Mais là où il se passe quelque chose, hein, à part bon, les petites avancées sur tout le front russe, c'est Avdiivka. Évidemment, tous les médias parlent d'Avdiivka en ce moment. Cette ville forteresse ukrainienne qui se trouve au nord de Donetsk, donc pas très loin de la ville de Donetsk. Alors pour mieux vous situer, je vous présente immédiatement une carte russe
qui est à jour et qui vous montre les avancées russes. Alors en rouge, ce sont les avancées confirmées et consolidées. Là, vous voyez, il y a le fameux Terril qui surplombe Avdiivka, qui est là. Là, vous voyez les deux fameux tout petits villages que les Russes voulaient prendre lors de leur offensive ratée il y a 2 semaines. La taille des flèches, c'est la direction des avancées russes et là, ça représente la taille des troupes aussi. Donc, vous voyez, dans le sud, c'est à peu près équivalent à la taille des troupes et ça vous donne les directions. En gris, ce sont les avancées russes en cours. C'est-à-dire, c'est là où ils en sont présentement, mais ils n'ont pas encore consolidé cette zone. C'est pour ça qu'elle est grise. En jaune, c'est les positions russes dites optimistes, c'est-à-dire dont certains blogueurs sur Telegram affirment que les Russes ont avancé jusque-là. Mais en jaune, c'est les zones non confirmées. Voilà. Donc ça, c'était pour vous situer avant qu'on parle vraiment de ce qui se passe sur Avdiivka. Et là, il y a eu des avancées russes déjà importantes qui ne se sont fait non sans mal, hein, parce que les Russes ont eu beaucoup de mal à avancer. Ils ont même fait une petite erreur stratégique qui a coûté, alors selon les sources, mais moi d'après les sources que j'ai eues, 48 véhicules blindés, donc tout mélangé, c'est-à-dire chars et véhicules blindés d'infanterie. Donc les Russes avaient fait de très mauvais tirs de contre-batterie aux dernières nouvelles, alors que les Ukrainiens avaient fait de très bons tirs d'artillerie. Ce qui a fait que les Russes ont raté leur attaque dans la pince nord d'Avdiivka. Bon, ça c'était il y a déjà un moment. Alors une autre information très intéressante que j'ai pu voir grâce à la chaîne YouTube History Legend, qui montre des vidéos de chars russes et de véhicules blindés d'infanterie russes, donc qui ont été touchés. Alors après, je ne sais pas comment ils ont été touchés, hein. Si un obus est tombé directement dessus ou juste à côté, bon ça on ne le voit pas, mais on voit des chars et des véhicules blindés russes lors de l'attaque d'Avdiivka, qui ont été visiblement touchés, immobilisés, puisqu'on voit de la fumée qui s'y échappe, mais surtout, et c'est là que c'est très intéressant, on voit des tankistes et des soldats sortir de véhicules blindés, donc en direct, ce qui montre le point que j'avais souligné la semaine dernière, c'est-à-dire que souvent, les tankistes ou les soldats d'infanterie qui sont touchés par des tirs d'artillerie ou par des drones, alors immobilisent évidemment en général leurs chars ou leurs véhicules blindés, mais souvent les hommes s'en sortent. Ils arrivent à sortir de leur véhicule blindé et à partir. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'en sortir jusqu'à la fin. Ils peuvent mourir de mille façons après, ou juste après, même par d'autres tirs d'artillerie, par des drones, etc. Mais cela montre le point que je vous disais la semaine dernière, que en général, eh bien, les équipages arrivent à s'en sortir même après un tir d'artillerie ou de drone. Souvent, pas tout le temps, mais souvent. Et là, les images l'ont démontré. Donc c'est très très intéressant et je remercie History Legend d'avoir montré ce fait-là, que j'avais souligné comme par hasard la semaine dernière. Donc ça tombe très bien. Surtout que ce sont des images montrées lors de l'attaque d'Avdiivka. Ce sont des chars russes et des véhicules blindés russes lors de l'attaque ratée d'Avdiivka, hein, bien entendu, hein. Voilà, donc ça me semblait intéressant à dire. Donc là, bon, à part le fait que la contre-batterie russe était mauvaise et que les tirs ukrainiens étaient bons, malgré tout, les Russes avaient quand même avancé et pris le fameux Terril,
qui surplombe la ville d'Avdiivka, donc qui donne un avantage stratégique aux Russes important. Donc les Russes, là, dernièrement, ont encore avancé sur Avdiivka. Et là, c'est le titre de la vidéo. Environ 45 000 soldats russes se prépareraient à une grande offensive, un grand assaut pour prendre définitivement Avdiivka. Alors comme d'habitude, c'est ce que j'ai compris. Alors nous verrons si ça se concrétise réellement ou non. Seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris en lisant les rapports Telegram côté russe. Alors, autre nouvelle, j'ai appris qu'il y aurait environ 30 000 soldats ukrainiens dans Avdiivka et dans la banlieue nord-ouest d'Avdiivka, donc en tout dans la région. Alors pourquoi il y a un petit peu plus de soldats ukrainiens? C'est parce qu'il y a un arrivage constant du nord et du sud. N'oublions pas que Zelensky a décidé que Avdiivka c'était le nouveau Bakhmout, à défendre à tout prix. Et je dis bien à tout prix. Donc Avdiivka doit être défendu, donc on doit envoyer des hommes. Voilà, parce que là je vous rappelle aussi qu'Avdiivka, c'est le nouvel hachoir à viande, hein. Ça remplace Bakhmout, hein, là, présentement Avdiivka. Donc 30 000 Ukrainiens, là, en tout, présentement, encore une fois, dans la ville et en banlieue. Alors maintenant, est-ce que Kiev va continuellement envoyer des hommes? Est-ce qu'au bout d'un moment, ils vont quand même s'arrêter? J'en doute. Moi, je pense qu'ils vont vraiment faire comme à Bakhmout jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'aux derniers Ukrainiens de la région, quoi, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus enlever de troupes sur d'autres lignes de front, de peur que les autres lignes de front s'écroulent tout simplement faute d'hommes. Je pense qu'ils iront jusqu'au bout, hein. Bon, ça c'est ma conviction. Alors, autre information, je le rappelle, même si je l'ai dit maintes et maintes fois, je rappelle qu'Avdiivka, contrairement à Bakhmout, a bénéficié de 8 ans de fortification. Et donc, il y a moult tunnels, moult dépôts de munitions, d'artillerie, de vivres, etc. Donc, Avdiivka n'a rien à voir avec Bakhmout. C'est beaucoup plus difficile pour les Russes. Donc ça, il faut le savoir. Alors, certes, la ligne d'approvisionnement voie ferrée route a été bloquée par les Russes à cause des tirs incessants d'artillerie, mais en attendant, les Ukrainiens, ils envoient des troupes autour de Bakhmout, il ne faut pas l'oublier. Donc les Russes ont le plus grand mal à prendre Avdiivka à cause de ces tunnels sous terre, de ces bunkers, parce qu'il y a énormément de bunkers dans Avdiivka, et de tous les dépôts de munitions divers et variés. Donc ça fait une grande différence avec Bakhmout. C'est pour ça que les Russes ont beaucoup de mal. Mais maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, ils ont assez d'hommes pour faire un assaut frontal. Alors maintenant, on verra quand ils le feront exactement. Est-ce que ce sera réellement un assaut frontal en une seule fois ou en 2 fois? Je ne le sais pas. Est-ce que l'assaut se fera sur tous les fronts autour d'Avdiivka en même temps? Probablement. Je ne crois pas qu'ils le fassent d'un côté spécifique, que ce soit le nord, l'est ou le sud. À mon avis, ça va se faire de tous les côtés en même temps, mais ça ne reste que mon avis. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Avdiivka. Autre information toujours sur le terrain militaire, il y a eu un événement très grave qui est arrivé côté ukrainien. Ils ont été bombardés lors d'une remise de prix des médailles de la 128e brigade de montagne de Transcarpathie. Alors la 128e brigade de montagne Transcarpathie, ce sont des artilleurs. C'est pour ça que c'est très grave pour les Ukrainiens, parce que les artilleurs sont très très précieux pour l'armée ukrainienne. Alors on forme pas facilement un artilleur qui, en plus, pour le côté ukrainien, est d'autant plus précieux que l'artilleur connaît beaucoup de systèmes américains, français, anglais, danois, polonais, etc.
Donc, souvent, les artilleurs connaissent plusieurs systèmes côté ukrainien. Donc, ils sont très très précieux. Et là, aux dernières nouvelles, il y a eu 47 morts, donc 47 artilleurs, dont un lieutenant-colonel. Donc, c'est un événement grave. Je vous montre la vidéo qui a été prise par le drone russe qui a fait la frappe. Alors, évidemment, ce sont des images russes. Donc là, vous voyez le drone qui commence à approcher, à analyser les images. Et vous allez voir la frappe. Donc là, vous voyez, ça, c'est le carré d'analyse. Hein. Et bing, voilà. Voilà la frappe. Donc ça a été très grave. Alors bon, là, j'ai un petit peu rassemblé quelques preuves. Donc là, vous voyez déjà, là, c'était juste après l'attaque Ilya Ponomarenko, donc un officier ukrainien. Alors évidemment, toutes les sources sont ukrainiennes hein, ici. Donc là, on voit un Roustem Oumerov. Alors Oumerov est très connu hein, dans le monde Telegram des connaisseurs. Lui, il publie tout le temps. Hein. C'est un Ukrainien, bien sûr. Et il publie tout le temps. C'est un officier important ukrainien. Donc là, il sympathise avec les familles des soldats tombés de la 128e. Et donc là, c'est ce fameux lieutenant-colonel. Bon, les traductions Google sont pas terribles, hein, évidemment. Là, c'est le fameux lieutenant-colonel. Donc toutes les preuves sont là. Et surtout ça. Donc de Stanislavski Vesti, un officier ukrainien. Donc là, qui dit que bah, le résultat de la frappe de missile, bon, lui il dit que c'est un missile, moi côté russe, ce serait plutôt un drone, mais bon, après, je ne sais pas quelle est la vérité, hein. Ça se trouve, c'est un missile. Je ne connais pas la vérité, mais lui, il dit 47 personnes mortes, hein. 47 personnes tuées. Hein. Donc, c'est très grave. Bon, bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur cet événement important militaire. Alors là, maintenant, on passe à une autre info qui n'est pas du terrain militaire, mais qui est extrêmement intéressante. Ça vient du journal américain The Interdrop au 6 novembre, donc un grand journal. Un général polonais accuse Zaloujny de trahison suite à une attaque dans l'impasse. Ça, c'est entre guillemets parce que c'était les mots de Zaloujny dans le magazine Times. Vous voyez le général polonais hein, qui accuse Zaloujny de traîtrise. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valery Zaloujny, a déclenché la panique au sein de l'establishment politique occidental et a déclenché une dispute avec le président Zelensky la semaine dernière après avoir admis dans un grand magazine d'information occidentale, je le répète, c'est le Time Magazine, que la contre-offensive ukrainienne avait heurté un mur de briques et que les manuels de l'OTAN n'avaient pas fait grand-chose pour l'aider. Le général polonais Waldemar Skripczak a attaqué son homologue ukrainien Valery Zaloujny pour les commentaires francs de ces derniers sur l'état de l'offensive ukrainienne soutenue par l'OTAN, l'accusant de sabotage délibéré et suggérant que ses décisions en tant que commandant constituent un crime. Je retirerai Zaloujny de son poste pour des erreurs de commandement. S'il est responsable de cette contre-offensive ratée, je considérerai cela comme un sabotage et non comme une erreur. Si mon commandant attaque l'ennemi là où il est le plus fort, c'est un crime, a déclaré Skripczak, ancien commandant des forces terrestres polonaises et ancien vice-ministre de la Défense dans une interview aux médias locaux. L'Ukraine, à ce stade, n'a pas d'autre choix que de rejoindre les négociations pour mettre fin à la crise, même s'il est difficile de dire pour le moment dans quelles conditions, a suggéré Skripczak. C'est des mots forts hein, quand même. Hein. C'est des mots forts. Bref, voilà pour cette information. Autre information très intéressante selon le journal américain Gateway Pundit. Que lit-on ? Tension à Kiev, Zelensky critique publiquement le commandant en chef Zaloujny pour avoir déclaré que la guerre était dans une impasse et licencie son plus haut adjoint.
C'était au 5 novembre. Là, vous voyez Zaloujny et Zelensky. Cela fait plus d'un an que des rumeurs font état de tensions constantes entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son commandant en chef Valery Zaloujny. Et ça fait plus d'un an que je vous le dis, hein. J'arrête pas de vous en parler, pas à tous les points sur l'Ukraine, mais au moins un sur deux. Le général a même disparu pendant un moment, vous vous souvenez, pendant longtemps j'ai appelé Zaloujny le général fantôme. Le fantomatique Zaloujny, c'est comme ça que je l'appelais dans mes points sur l'Ukraine, pour ceux qui me suivent bien sûr. Donc vous voyez, c'est même reconnu là, hein. Mais a refait surface pour continuer à diriger l'armée et commander la contre-offensive ratée. Donc là, effectivement, apparemment, là, faut admettre que Zaloujny a effectivement refait surface. Donc en gros, il avait été mis dans un placard par Zaloujny pour commander, on va dire, à distance des médias. Et Zaloujny a joué les rebelles et a retourné vers les médias, aux grandes dames de Zelensky, bien sûr. Donc il a fait refait surface pour continuer à diriger l'armée et commander la contre-offensive ratée. Bien que les désaccords soient apparemment constants, ils ne sont pas encore manifestés au public de manière aussi dramatique. Le bureau de Zelensky a réprimandé le plus haut commandant militaire ukrainien pour avoir déclaré publiquement que la guerre était dans une impasse. Il a été suggéré que les commentaires du général aideraient à l'invasion russe dans une réprimande publique stupéfiante signalant un fossé naissant entre les dirigeants militaires et civils. Supprimant à la télévision nationale le chef adjoint du bureau du président Igor Sovga a déclaré que les affirmations du général Valery Zaloujny avaient semé la panique parmi les alliés occidentaux de l'Ukraine. Dans le même temps, M. Zelensky a contesté la description des combats donnée par le général. Le temps a passé, les gens sont fatigués, quel que soit leur statut, et cela est compréhensible, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, ajoutant « Mais ce n'est pas une impasse, je le souligne encore une fois ». La censure publique de Zaloujny n'a pas été la seule réaction à ces propos. La veille, le bureau du président avait remplacé l'un des principaux adjoints du commandant, le chef des forces d'opération spéciales, le général Korenko. La fissure qui apparaît entre le général et le président survient alors que l'Ukraine est aux prises avec un effort de guerre militaire et diplomatique. Ces opérations le long d'une ligne de tranchées d'environ 600 miles, c'est environ 900 km à peu près, n'ont abouti à aucune avancée tout en entraînant de lourdes pertes des deux côtés. Et l'Ukraine est confrontée à des attaques russes intensifiées à l'Est. Dans le même temps, le scepticisme à l'égard de l'aide à l'Ukraine s'est accru dans certaines capitales européennes et parmi les membres du Parti républicain aux États-Unis. Et oui, c'est un coup dur pour l'Ukraine. Comme d'habitude, hein, là on a l'habitude maintenant. Là j'ai un article d'une de mes sources principales, américaines, et là c'est le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Rasmussen, qui s'est fait avoir par les deux farceurs russes, Vovan et Lexus. Alors ces deux farceurs russes ont piégé George Bush, François Hollande et d'autres grandes personnalités. Et ces grandes personnalités ont dévoilé évidemment des informations ultra confidentielles qui confirment tout ce qu'on dit depuis 1 an et demi. C'est-à-dire le non-respect des accords de Minsk, le fait que Vladimir Poutine a été roulé dans la farine exprès par Angela Merkel, François Hollande et les États-Unis. Tout ça, ça a été dévoilé en direct grâce à George Bush, grâce à François Hollande et bien d'autres qu'ils ont piégés. Donc les farceurs Vovan et Lexus sont des stars en Russie, puisqu'ils arrivent, je ne sais pas comment, à piéger les grands de ce monde qui pensent qu'ils discutent avec un ministre, un président, mais d'un pays étranger. Donc à chaque fois, ils se font avoir et personne n'arrive à arrêter Vovan et Lexus. Bref, je digresse.
Donc là, ce ministre des Affaires étrangères, Lars Rasmussen, danois, a révélé des choses très intéressantes. Alors, je vais juste vous montrer une partie de la vidéo parce qu'évidemment, vous n'allez pas comprendre. C'est sous-titré en anglais. Lars Rasmussen parle en anglais et c'est doublé en russe. Alors, vous allez strictement rien comprendre. Là, je vous passe quelques secondes de la vidéo juste pour vous montrer que ça existe, voilà, comme une preuve. Donc là, il dit que j'ai entendu très récemment donc au bureau du secrétaire général de l'OTAN que l'Ukraine devait négocier avec la Russie pour laisser la Crimée et une partie de l'est de l'Ukraine aux Russes. Восточная часть Украины останутся под контролем российской стороны. Мне известно, что ходят слухи о существовании секретных планов, согласно которым предполагается обмен украинской территории на обеспечение национальной безопасности. Я осознаю, что это влечет за собой множество последствий, в частности, это последствия глобального характера. Мы затронули некоторые из них, при этом мы оказываем военную и экономическую поддержку Украине. Voilà, bon, on arrête là, c'est pas la peine de tout entendre. Donc il s'est fait avoir et il a révélé qu'il y a bien des pourparlers entre guillemets secrets, parce que ça c'est pas diffusé dans les médias, qu'il y a des négociations secrètes qui sont en train d'être préparées. Est-ce que Zelensky va vouloir effectivement les appliquer, ces négociations? Ça c'est autre chose. Là, c'est juste pour dire qu'il y a des préparations de négociations. Ça ne veut pas dire que Zelensky et Vladimir Poutine les ont acceptés. C'est juste que là, on pousse à des pourparlers secrets. La nuance est grande. Hein. Alors là, ici, je vais vous parler du bras droit de Zaloujny, donc le bras droit du commandant suprême des forces armées ukrainiennes, qui, pour son 39e anniversaire, a reçu un colis piégé avec des grenades, et le colis piégé a parfaitement fonctionné, il en est mort. Or, cet événement est survenu juste après que Zaloujny ait fait, on va dire, ses révélations au Times et à The Economist. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Donc, je vous rappelle que les révélations de Zaloujny ont créé un véritable scandale au gouvernement ukrainien et a semé la surprise dans le monde entier. Parce que Zaloujny, en gros, il disait, bon, on a complètement échoué pour la grande offensive, et là, la situation de l'armée ukrainienne est absolument catastrophique. Bref, ce que je vous dis déjà depuis plus d'1 an. Bon, sauf que là, c'est Valéry Zaloujny qui le dit lui-même, mais dans les plus grands journaux du monde, The Time Magazine et The Economist. Sauf que le lendemain de ces déclarations, Zelensky a censuré les articles en Ukraine de tout ce que disait Zaloujny. Ça a été censuré. Tout du moins, il a essayé. Avec les réseaux sociaux, c'est très difficile, mais en tout cas, il a censuré. Et il a condamné. Il a condamné ce qu'a dit Zaloujny en disant non, nous ne sommes pas dans une impasse, c'est pas vrai. Les temps sont juste difficiles et il faudra surmonter cette épreuve, c'est tout. Voilà comment nous a rassuré Zelensky. Bon, là maintenant, vous voyez là le journal TVL, TV Liberté. Et je vais vous montrer cet extrait qui est plus parlant que mes dires. Ça ira un petit peu plus dans le détail. Donc je vous laisse voir ça. Après la déroute guerrière, l'implosion politique. L'Ukraine de Volodymyr Zelensky se rapproche dangereusement d'une situation hors de contrôle. Alors que la situation sur le front est catastrophique pour les soldats, le président s'entête dans un autoritarisme sans bornes. Explication.
Demander la paix en Ukraine sème visiblement la mort. Quelques jours après un constat d'échec de la contre-offensive dressée au fil des colonnes de The Economist par le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Valery Zaloujny, son assistant, Gennady Chistiakov, vient de mourir dans des circonstances très surprenantes. C'est ce que nous explique le journaliste et historien militaire Sylvain Ferreira. Il fêtait ses 39 ans. Et malheureusement pour lui, il a été, semble-t-il, victime d'une tentative d'assassinat par colis piégé, puisque c'est en ouvrant un de ses cadeaux d'anniversaire qu'une grenade a explosé, le blessant mortellement et blessant également malheureusement son jeune fils de 13 ans. Au départ, on a essayé de nous faire une petite histoire à la Vladimir Poutine avec la mort de Yevgeny Prigojine en nous disant que ce monsieur s'amusait à manipuler des grenades à son domicile. Et puis finalement, hier en fin de journée, on a vraiment eu la confirmation qu'il avait ouvert un cadeau piégé qui lui avait été adressé pour son anniversaire. Un assassinat qui survient donc alors même que les désaccords entre l'armée ukrainienne et Volodymyr Zelensky deviennent bien difficiles à camoufler. En effet, alors que le président continue de pousser les troupes vers une victoire inaccessible contre la Russie, les hauts gradés, eux, tirent la sonnette d'alarme pour éviter une boucherie inutile. C'est dans ce cadre que l'intervention du général Zaloujny a dû être vécue comme un véritable camouflet pour Volodymyr Zelensky, à plus forte raison que le militaire laissait présager qu'il envisageait de se présenter aux prochaines élections en Ukraine. Élections finalement repoussées sine die par le président en place. Il est clair que cet assassinat s'inscrit dans le contexte que Volodymyr Zelensky a annoncé clairement hier dans son allocution quotidienne sur le web, à savoir qu'il a déclaré qu'il était irresponsable d'envisager de maintenir la tenue des élections présidentielles pour l'année prochaine. Donc on se dit, voilà, on envoie un message à un des opposants potentiels, à un des autres candidats, et non des moindres, puisque je rappelle, c'est le chef d'état-major général de l'armée ukrainienne. Et puis, de l'autre côté, on fait comprendre à la population que le pouvoir en place ne va pas s'arrêter, ne va pas quitter ses responsabilités, et qu'il est prêt, coûte que coûte, à rester au pouvoir, malgré le processus constitutionnel ukrainien. Et on a vu d'autres pays, dans d'autres temps, être capables de mener des élections de différents niveaux alors qu'ils étaient en guerre. Et je rappelle bien évidemment que les élections présidentielles prévues de l'autre côté du front en Russie pour l'année prochaine sont-elles maintenues sans aucun problème. Un report des élections qui se marie mal avec la proximité que le commissaire européen Ursula von der Leyen entretient avec le président ukrainien en lui promettant une intégration prochaine dans l'UE. En effet, si la présidence Zelensky, mêlée, rappelons-le, au scandale d'évasion fiscale des Panama Papers, veut faire croire à une lutte acharnée contre la corruption pour rejoindre Bruxelles, on doute que l'assassinat politique et le refus d'organiser des élections seront faciles à faire valoir comme gage de bonne volonté. L'avenir de Volodymyr Zelensky s'annonce donc de plus en plus comme une trajectoire solitaire difficile, à plus forte raison que le contexte international, largement marqué par le regain d'affrontements entre Israël et la Palestine, mobilise désormais l'attention américaine bien loin de Kiev, au point même de vouloir en finir avec ce conflit à l'Est. Tout ça s'inscrit dans un contexte plus large, comme nous l'avons déjà évoqué avec la problématique du Moyen-Orient. On apprend par NBC News, donc un média de premier plan américain, que Washington et bien évidemment Bruxelles, dans la suite des idées américaines, auraient mis la pression dès la semaine dernière sur Volodymyr Zelensky et ses équipes pour trouver à un moment donné une ouverture vers des négociations de paix avec Moscou, parce que la situation militaire, nous l'avons déjà évoqué, est de plus en plus difficile pour l'armée ukrainienne, que l'apport en munitions et en matériel par les armées de l'OTAN et par les États-Unis va se tarir en raison de la crise à Gaza, et que les possibilités de faire autre chose que de négocier deviennent de plus en plus réduites. Un isolement de l'Ukraine qui viendra donc renforcer les difficultés actuelles des forces ukrainiennes, des difficultés désormais reconnues presque unanimement, y compris par certains fervents défenseurs de la théorie d'une défaite cuisante de la Russie, comme le célèbre et incontournable général de LCI, le général Yakovlev.
Les tentatives de le percer ont échoué. Je regrette pour ma part que les Ukrainiens aient continué leur tentative de percer. Ils se sont trop entêtés selon vous? C'est mon sentiment, oui. Et donc, du coup, ils ont perdu des hommes pour pas... Je pense. Des propos littéralement honteux quand on sait que le général Yakovlev, comme beaucoup d'autres, ont participé à une propagande de guerre qui a contribué à conduire toujours plus de soldats ukrainiens vers la mort. Mais cette propagande semble désormais frappée par la réalité, admise même par les plus hermétiques. C'est pour ça, il y a un moment où quand on tape dans le mur, il faut arrêter de taper dans le mur. Une phrase hautement philosophique que les commentateurs auraient sans doute pu trouver plus tôt pour épargner des vies. Autre information étonnante, du journal Ukrainska Pravda, c'est-à-dire le grand journal ukrainien, au 3 novembre, et qu'apprend-on? L'ancien commandant des forces d'opération spéciales Kolenko apprend son licenciement par les médias. Le général de division Viktor Kolenko ne connaît pas les raisons de son licenciement du poste de commandant des forces d'opération spéciales. Valéry Zaloujny, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, n'a pas déposé de demande de révocation. Là, c'est Kolenko qui parle. Personnellement, je n'en connais pas la raison. Je vais vous le dire, j'en ai entendu parler dans les médias. J'ai parlé au commandant en chef, Valéry Zaloujny, qui n'a pas non plus pu m'expliquer cela. Le commandant en chef était censé en faire la demande, mais il m'a dit qu'il ne l'avait pas fait. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Vous voyez un peu le gouvernement de Kiev. Ça part en vrille complètement. Lui, c'était le général de division des forces d'opération spéciales. Un poste très important. Cet homme-là, c'est un autre bras droit de Zaloujny. Donc un proche de Zaloujny qui a la même façon de penser. Et comme par hasard, toujours au même moment, donc après les propos de Zaloujny, il se retrouve licencié, comme ça. Et vous allez voir, il y a d'autres phénomènes étonnants à Kiev. On va voir ça tout de suite. Là, vous voyez un tweet d'Arestovitch. Alors, qui est Arestovitch? Arestovitch, c'était le premier conseiller militaire de Zelensky pendant quasiment un an. Donc après le 24 février 2022, Arestovitch était le conseiller militaire de Zelensky pendant près d'un an. Donc quelqu'un d'absolument éminent et proche de Zelensky au pouvoir depuis très très longtemps. Donc quelqu'un d'important. Et donc, que dit Arestovitch qui, pendant qu'il étant le conseiller de Zelensky, passait très souvent à la télévision ukrainienne? Que dit-il? Il dit il est vrai qu'une part importante de la responsabilité de la foi d'un citoyen ordinaire dans notre victoire rapide et belle m'incombe personnellement. Mais je ne fuis pas cette responsabilité. J'ai créé une illusion à ce moment-là pour que nous puissions survivre. Aujourd'hui, je le détruis pour que nous puissions survivre. Beaucoup ont été offensés que j'ai proposé l'OTAN en échange d'un territoire, même si je n'ai pas offert de territoire en échange, mais qui a lu jusqu'ici? Bon, ça c'est les traductions Google. Alors je vais vous confier un petit secret, chers lecteurs. Encore 6 mois ou 1 an d'une politique aussi réussie, entre guillemets, que celle que nous menons actuellement, et nous pourrons oublier l'OTAN. Nous ne parlerons que de quelques garanties sans entrée. Bon, ça c'est la traduction Google, que de quelques garanties sans importance. C'est déjà en cours. Vous voyez, il admet qu'il a menti pendant tout le temps qu'il était au pouvoir. Il a menti aux citoyens ordinaires, c'est-à-dire aux Ukrainiens, quant aux capacités militaires de l'Ukraine. Tout ça pour essayer d'entrer dans l'OTAN. Voilà. Alors moi, j'avais fait une vidéo d'Arestovitch quand il était encore au pouvoir auprès de Zelensky,
où il avouait carrément que tout avait été préparé à l'avance. Donc c'est une vidéo que j'avais faite, qui est sur Odyssée, où en plus j'avais fait un long travail de doublage d'ukrainien en français, où il disait toute la vérité à la télé ukrainienne, tout simplement. Donc c'est-à-dire tout ce qui a été préparé pour que les Russes entrent en guerre et pour que on mente au public tout simplement pour avoir comme seul et unique but que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Parce que ça tient à cœur à Arestovitch. Donc je vais republier, je pense que je vais republier cette vidéo sur YouTube parce qu'elle était vraiment édifiante. En tout cas, vous pouvez la voir sur Odyssée. Bref, vous voyez là ce tweet d'Arestovitch, les vérités commencent à arriver. Alors pourquoi il dit ça maintenant? Parce que moi, d'après les rumeurs que j'ai des États-Unis, je dis bien des États-Unis, eh bien Zaloujny et Arestovitch seraient candidats à la présidentielle ukrainienne en remplacement de Zelensky. Et Arestovitch est le poulain apparemment du gouvernement américain, plus que Zaloujny. Donc apparemment les Américains le trouvent très présidentiable. Voilà, donc c'est important à dire que tout était orchestré d'avance, bien évidemment, et tout ne reposait que sur du mensonge, puisque après que les Russes ont envahi l'Ukraine pour faire leur opération militaire spéciale, eh bien l'Ukraine, dès le début, avait compris qu'elle avait perdu. Et il fallait créer une illusion, comme il le dit, après l'invasion russe, pour continuer le narratif que l'Ukraine avait encore toutes ses chances. Voilà, dans l'espérance, dans l'espoir que, en pleine guerre, contre toute attente et contre toutes les lois de l'Union européenne, malgré tout, il y a un coup de force et que l'Union européenne fasse entrer de force, justement, l'Ukraine dans l'OTAN. Voilà, et là, vous avez toute l'histoire. Là, c'est un article extrêmement intéressant du journal américain US News. Ces pays ont les armées les plus puissantes. Donc là, c'est un classement des pays qui ont l'armée la plus puissante du monde. Alors, c'est un classement, donc on va voir que le numéro 1, c'est la Russie, qui a l'armée la plus puissante du monde. Ensuite, on a les États-Unis. Ensuite, on a la Chine en 3e position. Vous voyez là les détails ici. Hein. Et comme vous pouvez le voir de manière extrêmement intéressante, ce n'est pas l'argent qui fait la première puissance du monde. Parce qu'il y a l'argent qui est complètement immatériel et il y a le complexe militaro-industriel, il y a les soldats, il y a le nombre de chars, le nombre de têtes nucléaires, voilà. Tout est tenu en compte réellement. L'argent, c'est important, mais ça ne fait pas tout, comme on peut le voir ici. En 4e, on a Israël, mais bon, on a Israël parce qu'il y a les États-Unis derrière, donc ce classement est un peu trompeur. On a la Corée du Sud, on peut dire aussi qu'il y a les États-Unis derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de bases américaines en Corée du Sud, donc encore une fois avec l'aide des Américains, mais de manière beaucoup plus indirecte qu'Israël, bien sûr. On a l'Ukraine en 6e, alors oui, mais encore une fois, grâce aux États-Unis qui font l'armée ukrainienne, sans les États-Unis, il n'y a plus d'Ukraine. Alors c'est moins fort qu'avec Israël, parce que sans les États-Unis, Israël pourrait se battre un petit peu, mais ça ne durerait pas dans le temps, ça durerait quelques semaines, alors que l'Ukraine, sans les États-Unis, ça durerait une semaine, il n'y aurait plus rien. Alors on a l'Iran qui est en 7e position, donc c'est quand même très important à savoir. Hein. Encore une fois, comme on peut le voir, hein, l'argent ne fait pas tout. On a le Royaume-Uni en 8e position, on a l'Allemagne en 9e position, on a la Turquie en 10e position. Donc vous pouvez voir que ce tableau est extrêmement intéressant à savoir. Voilà, ça vous donne une perspective quand même sur
la véritable puissance des armées des grands pays de ce monde. Alors là, maintenant, on va parler des pertes russes. Alors depuis plus d'1 an, je vous donne régulièrement les pertes russes qui sont données uniquement à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, par la BBC et Mediazona. La BBC et Mediazona travaillent de concert pour nous fournir très régulièrement un rapport quant aux pertes russes. Alors je rappelle que la BBC et Mediazona se réfèrent principalement au registre nécrologique des cimetières russes, de tous les cimetières russes, c'est-à-dire de toute la nation russe, ainsi que le registre nécrologique du ministère de la Défense russe, principalement. Ils ont d'autres sources, mais ces 2 sources-là sont leurs sources principales. Donc là, que voit-on dans le dernier rapport de Mediazona du 1er novembre? On voit les pertes russes en un temps donné. Donc là, chaque barre, ce sont des semaines. Et là, vous pouvez voir que, après février, vous pouvez voir que là, la descente est absolument énorme quant au nombre de morts russes. Absolument énorme. Donc, et là, que voit-on en fin octobre? On voit que les pertes russes sont absolument ridicules, pour ne pas dire négligeables. Et vous voyez que la tendance, elle est très nette. Elle est très nette. Parce qu'évidemment, il faut voir la tendance, la moyenne, bien sûr. Et là, on voit que ça descend beaucoup. Donc tout ça, c'est pendant Bakhmout, maintenant appelé Artyomovsk. Donc là, il y a eu, à ce moment-là, il y avait énormément de morts russes, énormément dans l'absolu, pas tant que ça par rapport aux morts ukrainiens à Bakhmout. Mais bon, bref, vous voyez que la tendance est claire et nette. Et qu'en fin octobre, il y a extrêmement peu de morts russes. Ce qui confirme absolument tout ce que disaient et tout ce que disent les rapports russes sur le terrain. Je parle des rapports russes du ministère de la Défense russe. Je ne parle pas des blogueurs. Donc tout se confirme, comme à chaque fois que la BBC et Mediazona publient leur rapport, ça correspond parfaitement à ce que je vous dis toutes les semaines sur le terrain. Voilà, ça correspond absolument parfaitement. C'était à signaler. Donc là, c'est du suivi d'informations. Dans le port de Sévastopol, le bâtiment de guerre Minsk avait été touché par un missile Storm Shadow, ainsi que le sous-marin de classe Kilo Rostov-sur-le-Don. Donc contrairement à ce que la propagande ukrainienne avait dit, donc le bâtiment de guerre Minsk n'a pas été détruit, là il est en voie de réparation, en cale sèche, et le sous-marin de classe Kilo Rostov-sur-le-Don, lui aussi est en voie de réparation. Donc rien de très très grave concernant ces 2 bâtiments de guerre. Toujours dans le suivi des informations, on apprend par Sputnik International que les retombées d'une explosion catastrophique d'uranium appauvri en Ukraine ont atteint l'Angleterre. Vous voyez l'ironie extrême de la chose. Alors vous allez comprendre pourquoi. En mai 2023, une puissante explosion a secoué la ville de Khmelnytsky, située en Ukraine, à environ 200 km de la frontière avec la Pologne, lorsqu'une frappe russe a détruit un dépôt de munitions ukrainien où était stocké de l'uranium appauvri fourni par les Britanniques. Je vous en ai longuement parlé dans plusieurs points sur l'Ukraine à ce moment-là, et je vous avais montré les images de l'explosion du dépôt de munitions de Khmelnytsky, qui avait fait comme un champignon nucléaire, donc une explosion, la plus grosse explosion de dépôt de munitions depuis le 24 février 2022, depuis le début de la guerre, toutes parties confondues. C'était un champignon nucléaire, je vous avais montré les images. Et je vous avais dit qu'ils avaient détecté des particules radioactives, ce qui avait permis de dire que c'était l'uranium appauvri donné par l'Angleterre. Parce qu'il y avait l'histoire de la donation d'uranium appauvri à l'Ukraine juste à ce moment-là. Voilà.
Et là, qu'a-t-on? On a le docteur Christopher Boothby, physico-chimiste et secrétaire scientifique du Comité européen sur les risques radiologiques, qui s'est adressé aux opposants qui ont tenté de discréditer ces avertissements sur les conséquences potentiellement dangereuses de l'explosion du dépôt de munitions à l'uranium appauvri. Le 19 mai, j'ai écrit un article pour Sputnik sur l'explosion de Khmelnytsky. J'avais examiné les données de rayonnement gamma provenant des détecteurs situés au nord-est du site de l'attaque qui montraient une augmentation du rayonnement depuis les points en Pologne, proche de la frontière ukrainienne et à travers l'Allemagne. J'en ai conclu que la croyance selon laquelle un entrepôt contenant des armes à l'uranium fournies par le Royaume-Uni avait été touché et que l'uranium avait explosé dans une énorme boule de feu et que les particules produites par l'explosion avaient dérivé avec le vent à ce moment-là à travers l'Europe. On va pas tout lire hein, parce que c'est un peu trop long, parce qu'il démontre tout, le chercheur. Voilà, donc on va juste s'arrêter là. On va pas tout lire encore une fois. L'article a suscité un débat considérable sur Internet avec un grand nombre de vérificateurs de faits et d'experts autoproclamés qui l'ont pesé pour dire, bon, qui l'ont jugé pour dire que mes conclusions étaient absurdes. C'est ainsi qu'Internet est contrôlé de nos jours. Il a été considéré comme un faux russe. Voilà. Et là, bon, bah, là, il y a toute la démonstration, de ces dires. Vous voyez? Bref, c'est quand même très, très ironique. Alors, évidemment, il a dû donner son article prouvant ses dires à Sputnik, parce qu'aucun média occidental, bien sûr, ne voudra publier son article. Alors que c'est un chercheur britannique, un physico-chimiste, et secrétaire scientifique du Comité européen sur les risques radiologiques. Malgré tout ça, hein, c'est pas un blogueur dans un coin qui dit ça. Hein. Mais malgré tout ça, bah, il s'est fait censurer, bien évidemment. Mais là, vous avez l'information ici, sur mon point sur l'Ukraine. Alors, conclusion de tout cela, eh bien, on a un Zelensky de plus en plus esseulé, et lui-même dit qu'il est le seul à croire à une victoire en son pays. On a une Union européenne qui lâche Zelensky, les États-Unis lâchent Zelensky, même si évidemment pour les médias, ils disent le contraire, mais dans les faits, c'est exactement ce qui se passe. En plus, avec la guerre israélo-palestinienne qui est venue de manière impromptue, ça n'arrange pas les affaires de Zelensky. Zelensky qui a peut-être, on n'en a pas les preuves, fait assassiner un proche de Zaloujny, alors un proche dans le sens militaire, un personnage important, commandant des forces spéciales, et en plus un autre général qui était encore un autre proche de Zaloujny, donc deux bras droits, qui a été viré. Donc entre un assassiné, un viré, bah, en plus de manière concomitante, on a des questions à se poser. Alors surtout que Zelensky, qui lui avait dit, il avait promis à son peuple, oui, il y aura des élections, eh bien changement à 180 degrés, au final, il n'y aura pas d'élections en Ukraine. Eh oui. Donc il dit, c'est pas le moment, c'est la guerre, etc. Bon, évidemment, il veut conserver son poste. Alors pourquoi il ne veut pas lâcher? Eh bien, moi, j'émets une hypothèse, ce n'est que mon opinion, qu'une hypothèse. Peut-être que Zelensky veut absolument continuer à faire la guerre et rejette maintenant les négociations parce qu'il s'enrichit personnellement. Il ne faut pas oublier, et ça c'est avéré, hein, tout le monde le reconnaît, il y a un consensus, que beaucoup d'armes américaines ou européennes sont revendues au marché noir. Et grâce au gouvernement, parce que quand même les armes sont données au gouvernement qui est bien à la base, hein, ils ne sont pas donnés aux gens dans la rue. Hein. Donc peut-être que c'est ça. Ou peut-être aussi, et c'est ma seconde hypothèse, eh bien que Zelensky a des menaces des partis néo-nazis, c'est-à-dire du bataillon Azov,
de la faction Bandera et secteur droit, private sector. Donc les 3 factions principales néo-nazis en Ukraine. Il y en a bien d'autres, hein. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au 26 février 2022, Zelensky avait, pour ainsi dire, s'était déclaré vaincu et avait demandé à Vladimir Poutine des négociations. Il ne faut pas oublier que c'est Washington qui s'est précipité à dire à Zelensky, surtout tu ne négocies rien et tu lâches rien. Avec les sanctions, allez, en 3 ou 6 mois, la Russie va s'effondrer et tu ne craindras plus rien. Et puis tu as tout l'OTAN derrière toi, ne t'inquiète pas de toute manière. Voilà. Alors, il y a eu ça, bon ça c'est avéré, mais il y a aussi, et ça je vous l'avais dit dans mes tout premiers points sur l'Ukraine, il y a très longtemps maintenant, je vous avais dit que Zelensky a été menacé de mort, ainsi que sa famille, par le bataillon Azov quand il avait voulu négocier avec Vladimir Poutine. Donc entre les pressions américaines, entre le fait qu'il est menacé de mort, Zelensky, par les partis néo-nazis, bah, le pauvre, tout ça, c'est très difficile. Donc est-ce qu'il doit penser à son pays, mais au risque de mourir ainsi que sa famille? Voilà, ou au risque de perdre cet enrichissement personnel dont j'aimais l'hypothèse. Ce n'est que de la spéculation de ma part, hein. Mais il ne faut pas oublier que Zelensky était au centre des Pandora Papers et que Zelensky, bien entendu, s'est enrichi par la vente des armes de l'Occident. Tout pointe vers lui. Alors tout son gouvernement a été viré, hein, j'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça, pour corruption, mais pas lui. Lui qui est au centre de tout, lui non, lui il est blanc comme neige, immaculé, il n'a rien fait. Bien sûr qu'il s'est enrichi. Encore une fois, je le répète, il était au centre des Pandora Papers. Ne l'oublions pas, hein, avant la guerre en Ukraine. Donc Zelensky, il a toujours fait partie de l'oligarchie, il a toujours été corrompu de tout temps, j'ai envie de vous dire, hein. Ses maîtres ont veillé à cela. Et quand je dis ses maîtres avant la guerre, c'est pas des maîtres américains. C'est des oligarques ukrainiens qui l'ont mis en avant, qui ont profité de sa notoriété pour pouvoir passer leurs affaires en Ukraine. Et avec Joe Biden et Hunter Biden, hein, bien entendu. Donc Zelensky connaît très bien la famille Biden et les oligarques qu'il manipule aussi et qui ont fait sa puissance aussi. Bref, là je commence à digresser. Revenons à ce point sur l'Ukraine. Donc là, tout ça sent la panique absolue parce que tout ce qui a été prévu se déroule exactement comme une horloge suisse, hein. Tout ce que je vous avais dit se déroule au millimètre près. Donc c'est bien la fin de l'Ukraine. Et en plus, Zelensky doit redouter la perte d'Avdiivka, qu'il ne voulait surtout pas, puisque Zelensky a bien dit qu'Avdiivka fallait la garder à tout prix, fallait la défendre à tout prix. Donc il répète exactement ce qu'il avait dit avec Bakhmout. Donc Avdiivka, c'est Bakhmout bis. Et il va se passer ce qui doit se passer, comme je vous l'ai déjà démontré. Donc tout est écrit à l'avance, tout se déroule comme prévu. Il n'y a strictement aucune surprise. Surtout que là, apparemment, il va y avoir un grand assaut russe de 45 000 hommes. C'est ce que j'ai pu lire. Est-ce vrai, est-ce faux? Nous verrons bien. En tous les cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce point sur l'Ukraine, qui ne donne au final aucune surprise, il n'y a aucun suspense. Là, c'est la description de ce qui doit se dérouler. Voilà, maintenant on va passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire. Alors comme je le dis toujours, c'est une carte militaire faite par les Ukrainiens. Donc évidemment, les contours sont à prendre avec des pincettes. Bien sûr, toujours à l'avantage des Ukrainiens. Donc c'était à rappeler. Alors que s'est-il passé sur le front? Comme d'habitude, hein, pas grand-chose. Là, apparemment, sur Sébastopol, il y aurait eu un drone anglais
qui aurait percuté un navire russe. Alors il y a eu des images montrées par les Ukrainiens, mais elles sont tellement floues que bon, il y en a qui n'y croient pas, quoi. Beaucoup n'y croient pas, dont moi-même d'ailleurs. Pourquoi? Ben parce que les autres attaques de drones navals anglais dans l'autre grand port russe, c'est-à-dire ici, à Novorossiysk, eh bien, les images des drones étaient très claires. Alors, c'est toujours de nuit, bien sûr, mais elles étaient très claires, les images étaient bonnes. Là, on voit à peine. Alors, évidemment, bon, après, on peut dire ce qu'on veut. Est-ce vrai, est-ce faux? Je ne le sais pas, mais en tout cas, je vous donne l'information. Le temps confirmera ou non. Alors, sinon, là, sur le Dniepr, il y a eu encore des tentatives de plusieurs dizaines de soldats ukrainiens de traverser du Dniepr. Alors, ils essayent de s'installer sur les petits îlots qui parsèment le Dniepr. Mais évidemment, ils se font bombarder par l'artillerie. Bah, évidemment, ils passent pas comme d'habitude. Pourquoi ils insistent? C'est ce que je dis à chaque carte militaire depuis quasiment un an. Ils continuent. Ça ne sert strictement à rien ce qu'ils font. Hein. Mais ils continuent depuis pas près d'un an. Ils n'arrêtent pas de faire ça. Encore, comme je le dis à chaque fois, s'ils mettaient des ponts mobiles pour faire passer des blindés et qu'il y ait une force significative, ça pourrait faire sens. Mais envoyer quelques dizaines d'hommes occuper des petits îlots et jouer les snipers, parce que c'est ce qu'ils font, hein. Ils ont du mal à vraiment passer la rive. Faut pas oublier que la largeur du Dniepr dans cette zone-là varie en 600 mètres minimum, mais ça va jusqu'à plus d'1 kilomètre de large. Donc vous imaginez la difficulté. Alors je comprends pourquoi ils envoient que des fantassins, mais dans ces cas-là, faut qu'ils économisent la vie des hommes. À chaque fois, ça se finit de la même manière, tout le monde meurt. Faudrait peut-être qu'ils comprennent que ça sert à rien, mais bon, ils continuent. Alors, dans la zone de Zaporojye, au niveau du front, il s'est pas passé grand-chose. Par contre, là où il s'est passé quelque chose, c'est ici, dans cette zone-là, où, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il y a eu une attaque par un missile. Alors, aux dernières nouvelles, apparemment, c'est sûr, c'est pas un drone. Ce serait un missile Iskander qui serait tombé sur une zone très précise. En fait, comme je vous le disais dans la vidéo précédemment, il y a eu une grande remise de médailles avec des officiers artilleurs et un lieutenant-colonel artilleur. Et ça a fait une 50aine de morts, dont, si ma mémoire est bonne, entre 22 et 27 artilleurs, de véritables artilleurs, qui avaient de l'expérience en plus. Donc c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave pour l'armée ukrainienne, puisque des artilleurs, ça demande énormément de formation, surtout en Ukraine, où les artilleurs, certains connaissaient plusieurs systèmes, c'est-à-dire le système d'artillerie américain, français, roumain ou autre, hein, danois, etc. Bref, donc ça c'est grave. C'est grave pour l'Ukraine. Et en plus, ils étaient à entre 15 et 20 km du front. Entre 15 et 20 km du front, donc c'est très proche. C'est une erreur gravissime, bien sûr. Alors sur Ougledar, rien de spécial, c'est toujours pareil. Marinka, Marinka, la ville a été prise hein, depuis longtemps maintenant, hein, mais c'est la banlieue ouest de Marinka qui pose problème aux Russes. Alors faut savoir que, encore une fois, bien entendu, comme je l'ai dit en début de vidéo, les Russes progressent sur tout le front. Ils progressent sur les 900 km de front, mais petit bout par petit bout. Donc si vous voulez voir les poches d'avancement sur tout le front, reportez-vous au précédent point sur l'Ukraine où je vous montre la carte de l'ISW
qui vous montre exactement où sont les avancées russes sur tout le front. Bon, je ne vais pas répéter toutes les semaines toutes les avancées russes. Alors là, évidemment, le point dont tout le monde parle dans tous les médias du monde, c'est Avdiivka, bien évidemment. Alors j'en ai déjà un petit peu parlé au début de vidéo. Donc là, Avdiivka, c'est ça, c'est ce que vous pouvez voir ici, là. Ça, c'est Avdiivka. Donc là, je vous rappelle que c'est une carte ukrainienne, donc évidemment, ils n'ont pas montré les avancées russes. Ce qui est un petit peu scandaleux quand même, ils abusent parce que ils ont gardé la même carte d'il y a environ 3 semaines, quoi. Ils n'ont rien changé. Bon, ça reste une carte de propagande, hein, malgré tout. Donc je me demande pourquoi je la garde, parce qu'elle est au 11 novembre. Et, mais bon, voilà. On voit rien, on voit pas d'avancée. Donc, bon, bref, c'est comme ça. Donc le fameux terril, il est là. Là, il y a le complexe industriel minier. Alors tout ça, ça s'appelle une coquerie, hein, parce que c'est le complexe qui fait la coke, c'est-à-dire du charbon, en gros, quoi. Et donc, bon, bah, il y a eu des avancées russes. Alors là, apparemment, ils auraient pris Stepovie. Ils auraient pris Stepovie. Donc voilà, donc c'était une de leurs objectifs de prendre Stepovie, et la ville Veldichi, c'était aussi leur but. Donc ils avaient échoué, mais là ils auraient pris ce premier village. En tout cas, ils ont pris tout ça. Ils ont pris tout ça et ils commencent à essayer de prendre le complexe industriel minier, qui est juste là. Ils ne commencent qu'à le prendre. En tous les cas, voilà. Donc là, il y a eu des avancées russes, ici. Là, les Russes sont ici. Voilà. La plus grande avancée sur Avdiivka, c'est pas ici, c'est ici, tout au sud. Ils ont fait une avancée. Donc comme ça. Donc ça fait une sorte de petite boucle comme ça. Alors par contre, c'est pas confirmé, hein. Ça reste à confirmer. Et là, par contre, il y a eu une avancée ici. Alors ça, par contre, qui est confirmé. Donc apparemment, ils vont faire vraiment une grande enveloppe, hein. Alors là, ils ont avancé aussi, mais c'était la semaine dernière. À ma connaissance, ils ont avancé, mais pas beaucoup par rapport à la semaine dernière. Donc là, ils sont toujours à cette limite-là. Et apparemment, ils veulent avancer dans cette direction et dans cette direction. Alors évidemment, ils grignotent partout, hein, ils grignotent partout, donc ça avance partout. Bien évidemment, ça grignote partout. Mais les avancées principales, là où il y a le plus de troupes, c'est ici, dans la pince sud, côté gauche de la pince sud, et ici. Et ici. Donc ils veulent vraiment faire un très grand enveloppement. En tout cas, là, ils rejoindront le point. Donc là, en fait, ils sont ici, et là, en fait, ils sont là. Donc aux dernières nouvelles, là, il n'y aurait plus que 6 km. Il n'y aurait plus que 6 km. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Avdiivka. Si un autre point, c'est que il y aurait une force de 45 000 hommes sur tout le pourtour. Sur tout le pourtour. Qui devrait lancer un assaut. Un assaut simultané. Alors, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai compris. Ben, on verra si ça se concrétise ou non. Sinon, sur le reste du front, rien de spécial qui s'est passé. Si éventuellement au sud de Bakhmout, effectivement, il y aurait eu une petite avancée russe ici. Alors tout est faux, hein. Klitschivka, les Russes ils sont là en fait, hein. Ils sont déjà là et apparemment ils seraient vraiment aux portes de Klitschivka et pour prendre ce village. Alors tout ça c'est rose, hein, normalement, tout ça c'est rose. C'est là où ils ont fait le plus d'avancer les Russes. Au début c'était les Ukrainiens il y a 3 semaines et qui avaient fait une avancée, voilà. Et ça c'était il y a 3 semaines. Voilà. Et les Russes ont repris. Voilà. Et ils sont ici les Russes. Tout ça c'est rose. Voilà. Donc ici les Russes ont, voilà, ils ont fait un moment une grosse avancée, puis après ça a ralenti. Franchement, tout le reste,
il se passe vraiment pas grand-chose. Sur Sivelsк, ils avancent aussi, un peu partout, mais vraiment c'est très lent. Et Kupiansk, pareil, c'est très très lent. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Voilà, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Et comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, partagez, partagez. Aidez-moi à faire décoller la chaîne. Je vous en remercie par avance. Bien sûr, comme toujours, soyez curieux.